ravi de vous retrouver pour Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une écrivaine médecin. Après avoir soigné les mots comme médecin urgentiste, elle soigne désormais par les mots et avec les mots MOTS et non pas MAUX. Elle est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages qui parlent en général de Bretagne, d'amour, de bonheur, d'espoir ou encore de famille. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Lorraine Fouché qui est mon invitée et que je suis ravie de recevoir. Bonjour Lorraine Fouché. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans Lumière intérieure pour nous partager votre lumière intérieure. On va en parler. Et sur KTO, une chaîne que vous regardez, j'ai appris ça récemment. Absolument. Souvent, vous suivez la messe. Voilà, parce que je sais que la messe est à 18h en semaine. Et comme j'ai fait un vœu et qu'il me faut pour tout le reste de ma vie une messe par semaine, en réel ou à la télévision quand je ne peux pas, parce que souvent le week-end, je travaille, je suis en dédicace, et bien KTO, j'ai ma messe tous les soirs de la semaine, et donc je choisis mon soir, et je serais bien embêtée s'il n'y avait pas KTO. Il vous faut votre messe par semaine. Et depuis combien de temps? Depuis toujours? Alors, non, pas depuis toujours. Alors, j'ai une éducation catholique, j'étais dans des écoles catholiques à l'Institut de la Tour, donc Sainte-Clotilde, et puis Sainte-Marie de Neuilly, donc j'avais la messe à l'école, et après, comme beaucoup de personnes, j'ai continué je n'ai aucun doute, j'ai une foi totale, mais je ne pratiquais plus. Et puis j'ai fait un vœu il y a 20 ans pour protéger quelqu'un qui était malade. Et mon vœu, c'est d'aller à la messe une fois par semaine toute ma vie. Donc je m'y tiens. Voilà, c'était mon deal et ça ne changera pas. Et je n'ai jamais raté une semaine. Le deal, c'était quoi en fait? Vous avez demandé, prier pour la guérison d'une personne, c'est ça? Alors, et le miracle s'est produit et non, c'était pas ça? J'ai pas bien compris en fait le vœu. On ne deal pas avec Dieu, si vous me donnez ça, je vous donne ça. Ça ne marche pas. Non. J'ai dit, s'il vous plaît, faites que les choses aillent bien. S'il vous plaît, protégez cette personne, qui est comme ma sœur. Et voilà, tout ce que je peux faire de plus, c'est vous le demander, vous remercier à l'avance pour ce que vous ferez, et aller à la messe une fois par semaine, toute ma vie. Pas jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Non, toute ma vie. Donc voilà, donc dans mon esprit c'est un deal, mais ça n'est pas un donnant-donnant. Donc cette personne a été guérie. Cette personne est guérie. Votre vœu a été exaucé et vous tenez votre promesse. Ah ben une promesse c'est une promesse. Et alors sinon 10 ans d'études concrètes, je suis censée être scientifique, mais je suis persuadée que si je ratais une semaine, quelque chose tomberait, donc il n'est pas question que je rate une semaine. Donc KTO existe et c'est très bien. C'est pas de la superstition, c'est de la confiance. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va reparler de tout ça un peu plus tard. On commence par parler de votre livre, le dernier, le 26e, qui vient de sortir dans les librairies. Aller simple pour la joie, toujours aux éditions d'Héloïse d'Ormesson. Ça fait bientôt 10 ans maintenant que c'est votre éditrice. Un joli titre pour un joli roman qui nous mène, ça se voit, en bateau, en compagnie de 4 voyageurs qui ne se connaissent pas, qui débarquent sur l'île de Groix qui vous est chère, on va en reparler. Donc 4 voyageurs qui ne se connaissent pas, dont le destin va être totalement chamboulé. Oui, c'est un aller simple pour la joie et effectivement, chacun revient avec sa parcelle de joie, en fin de compte. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce roman précisément? Est-ce que ça a été un voyage en TGV? Alors, je voyage très souvent en TGV ou en train moins rapide pour les salons du livre, pour les dédicaces. Et c'est vrai que pratiquement chaque fois, il y a la petite seconde où le train s'arrête avant à d'autres arrêts, ou bien à l'arrêt où on doit descendre, et où je me dis pendant une seconde, et si je descendais avant? Ou bien et si je continuais? Puis ça fait partie des choses, évidemment, qu'on ne fait pas. Et puis j'ai eu envie, c'était un moment où
c'était un peu difficile dans ma vie et j'avais envie de descendre à un autre arrêt, c'est-à-dire éventuellement de changer de vie. Je ne savais pas. Et quand j'étais médecin, j'aimais soigner donc les gens, les patients et leur sauver la vie. Maintenant, j'aime partager de l'espoir, de l'optimisme, de la joie. Et j'ai pris ces 4-là, peut-être parce que dans un train, on est dans un carré et tout peut arriver dans un carré. D'ailleurs, quand on arrive le matin, quand c'est un train du livre, on est avec des copains auteurs, romanciers, on est comme en colo, sauf que nous sommes adultes. Mais quand c'est une dédicace, on dédicace tout seul dans une librairie de province, on est dans un carré à 4 avec une famille, des amoureux, une vieille dame toute seule qui n'est pas capable de porter sa valise et qui regarde si quelqu'un va l'aider, des gens avec des chiens. J'adore les chiens, donc je regarde toujours. Enfin, il y en a un dans le livre. Ah oui, il y a toujours des chiens dans le livre. Le chien crétin. Ah, le chien crétin, c'est son prénom. C'est son nom, ouais. Mais alors, donc, ces personnages-là, vous les avez puisés par vos voyages Non, je les ai inventés. Totalement inventés. Alors, il y a beaucoup de vous, comme dans tous vos livres, particulièrement dans ce roman. On retrouve, alors, il y a Mia, oui. qui est censée être une babysitter d'un enfant qui a beaucoup de points communs avec vous, puisqu'elle a vécu au Danemark. Oui. Ce qui a été votre cas également, puisque vous êtes fille d'un ambassadeur au Danemark. Et il y a Maggie aussi, qui résonne aussi pas mal avec vous, qui est une grand-mère très joyeuse et qui cherche à adopter, enfin, qui va in fine adopter Mia. Enfin, il y a toute une histoire très jolie entre ces deux femmes. Et elles jouent au Scrabble. Et elles jouent toutes les deux, absolument, parce que la vie est une partie de Scrabble. C'est un peu le pitch initial du roman, puisque c'est une joueuse de Scrabble. Et là aussi, ça résonne avec votre histoire. D'ailleurs, à la fin, vous faites des remerciements à votre grand-mère. Donc, je me suis demandé si cette Maggie-là ressemblait aussi peut-être à votre grand-mère. Oh, toutes les grand-mères ressemblent à ma grand-mère. Les grand-mères, on les aime et elles nous manquent. Il y a Tobias aussi, alors qui ne fait pas partie des 4 voyageurs du train, mais qu'on retrouve sur l'île de Groix, qui est un médecin, comme vous. Il y en a d'ailleurs d'autres autour de lui, dont un Joe, cardiologue, si je ne m'abuse, qui apparaissait aussi. Est-ce que c'est le même qui apparaissait entre Ciel et Loup ? Oui, bravo. Et voilà, Entre Ciel et Loup, l'un des plus célèbres romans de Lorraine Fouché. Alors évidemment, donc, il y a tous ces personnages, comme je le disais, qui possèdent beaucoup d'éléments de votre propre biographie. Et puis, il y a des lieux, comme l'île de Groix, c'est votre île, et puis la rue Piccini. Oui, alors ça, c'est la première fois que je parle de la rue Piccini. La première fois. La première fois en 26 livres. Et vous en parlez à la fin, racontez-nous. Alors, la rue Piccini, mon père, donc, qui s'appelait Christian Fouché, a été un proche du général de Gaulle, un résistant, un des premiers Français libres, c'est-à-dire qu'il est arrivé à Londres le 17 juin 1940. Il s'est caché dans un avion, il a déserté et il a rejoint. Alors maintenant, il est du bon côté, mais pour l'époque, c'était un déserteur. Et il a longtemps été donc ambassadeur au Danemark, vous l'avez dit, il a été ministre 4 fois. Et après la mort du général de Gaulle, il était orphelin du général de Gaulle, mais il a écrit ses mémoires. Et il était dans un petit bureau qui était rue Piccini, où je ne suis jamais allée. Je ne sais même pas quel numéro dans la rue. Je sais que papa allait à Piccini. Et je sais que c'est à côté de l'avenue Foch. Mais je n'y suis pas allée, de même que je n'ai lu les romans de mon père, enfin les mémoires de mon père, qu'il y a 5 ans en écrivant un autre livre. Mais donc, dans ce livre, il y a ce personnage du chirurgien dont vous avez parlé, Tobias, dont la femme a disparu. Et il ne sait pas si elle est morte, si elle a changé de vie. Il ne sait pas, il l'attend parce qu'il l'aime. Depuis des années, il l'attend. Et il retourne rue Piccini pour... Un appartement mausolée. Voilà, pour regarder. Et finalement, il va laisser la rue Piccini partir. Et moi, en écrivant ce livre et en mettant la rue Piccini, je l'ai laissé partir aussi. C'est drôle, même au 26e livre, on se rend compte qu'on puise dans notre propre fond et que ça nous aide à lâcher les mains de ceux qui sont partis là où on va après et à danser avec ceux qu'on a maintenant.
Exactement, et c'est vrai, dans vos remerciements, il y en a beaucoup. Vous reparlez de cet épisode, et est-ce que, en particulier, ce roman vous a-t-il permis de fermer une porte et en ouvrir une autre? Je reprends les termes que vous avez employés à la fin. Et enfin, de faire le deuil de votre père. Ah. Ce père qui a disparu très très tôt dans votre vie, puisque vous n'aviez que 17 ans. Est-ce que ce roman diffère des autres dans ce sens-là? Il y a des pères dans tous mes romans, ce qui me permet de... Oui, il y a une lettre au père, enfin, il y a aussi ce roman hommage à votre père. J'ai rendez-vous avec toi. J'ai rendez-vous avec toi, bien sûr. Ça, c'est mon livre le plus important, mais c'est pas un roman. Mais il y a des pères dans tous mes romans, ce qui me permet de continuer à avoir un père. Mais je crois que je ne ferai jamais le deuil, mais il m'accompagne. Nous parlons aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère, donc ce matin j'ai posté sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est-à-dire Insta et Facebook, une photo de mon père, ma mère et moi toute petite. J'écris, mon père écrivait, donc j'écris, je continue, je suis persuadée qu'il y a des librairies au paradis. Forcément, j'espère qu'il y a des choux à la crème aussi, mais ça c'est autre chose. Tous mes livres sont un lâcher-prise, sont un travail de deuil et un travail de retrouvailles. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est pas du tout ce que j'écris qui n'est pas extraordinaire, mais c'est que l'aventure des livres se poursuit avec les lectrices. J'ai plus de femmes qui lisent de romans que d'hommes, parce que souvent, maintenant que dans les rencontres littéraires ou par mail, où on peut se parler, on peut rebondir, elles me parlent souvent de leur père, en me disant ce que vous écrivez m'a fait penser à, et ça c'est beau. Donc on fait la valse des pères dans mes livres. Héloïse d'Ormesson, donc mon éditrice, ça fait beaucoup plus longtemps que 10 ans en fait. La fille de Jean d'Ormesson, donc. La fille de son père. Mais Héloïse est mon éditrice depuis 10 livres dans sa propre maison, les éditions Héloïse d'Ormesson. Mais elle a été mon éditrice, une de mes premières éditrices de base, puisqu'elle a été mon éditrice chez Flammarion. Au départ, je l'ai suivie chez De Noël. Puis après, on s'est séparés un moment. Mais elle me dit toujours que dans mes livres, on rit, on pleure, on s'engueule et on s'aime grand comme l'océan. Donc voilà, c'est ça. Il y a des pères, on s'engueule et on s'aime, et il y a de l'océan. Pour revenir sur les pères, vous parliez de votre père. Vous voyez, je tousse quand vous me parlez des pères, c'est très psychanalytique. Vous en avez suivi une? J'ai fait une psychothérapie, pas une analyse. Mais j'ai fait une psychothérapie il y a quelques années. Oui, c'était bien. C'était très bien. On va peut-être continuer de parler de votre père. Juste un mot. Vous avez été médecin, urgentiste. C'est grâce à votre père. Grâce et à cause, oui. Ou à cause, puisque vous étiez plutôt destiné pour faire du droit. Enfin, c'est ce que vous vouliez faire au départ. En fait, je voulais écrire des livres. Comme les copains de papa qui étaient Malraux, Mauroy, Mauriac et Saint-Exupéry, que papa et ses amis appelaient Tonio. Et donc mon père a fait un infarctus. Alors j'étais inscrite en droit parce que mes parents m'avaient dit « écris des livres si tu veux, mais fais des études ». Et je me disais, le droit, ce sont des mots, des plaidoiries, donc ça rejoint. Et donc j'étais inscrite en droit. Et il a fait un infarctus un mois après mon bac. C'était les premières vacances avec des copains, les premières vacances sans les parents. Et au téléphone, la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit « je suis à l'hôpital ». Et il y a donc le patron et les étudiants qui sont venus me voir. C'était un hôpital universitaire. Et il a dit « médecin, c'est le plus beau métier du monde ». Et il est mort le lendemain. Et je me suis dit voilà, donc il faut que je fasse le plus beau métier du monde. Et je suis allée voir le doyen de la fac. Et mon père faisait partie des hommes de l'époque, des hommes politiques qui disaient être un grand commis de l'État, ça donne des devoirs, mais absolument pas des privilèges. Donc on ne demandait jamais rien. Lui, par exemple, on allait en vacances chez ma grand-mère dans le Midi.
Lui allait dans un petit avion du GLAM, puisqu'il était ministre. Maman et moi, on allait en train. Et je me souviens, une fois petite, je lui avais dit, mais il n'y a pas de place dans ton avion ? Et il m'avait dit, si, tu es ministre ? J'avais dit, non. Il m'a dit, alors, c'est pas pour toi l'avion. Et donc, pour la sens moral. C'était comme ça. Ouais. Et pour la première fois, j'ai demandé un privilège, c'est-à-dire je suis allée voir le doyen de la fac, qui m'a reçue parce que j'étais la fille de papa qui venait de mourir, en effet. Et je lui ai dit, monsieur le doyen, je suis désolée, il faut que je fasse médecine. Sauf que les inscriptions étaient closes le 30 juillet, mon père est mort le 13 août. Le 11 août d'ailleurs. Est-ce que vous voudriez m'inscrire ? Et il m'avait dit, je vais vous inscrire, vous avez eu 4 en maths et 3 en physique au bac, donc vous allez rater, mais je vais vous inscrire. Et la première année, j'ai raté, et la seconde année, j'ai réussi. Mais donc j'ai fait médecine pour papa, oui, c'est vrai. Incroyable. Beau sens de la loyauté. On va parler de votre père et de beaucoup d'autres choses dans cette deuxième partie d'émission. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose 4 mots, Lorraine Fouché, à vous de nous les éclairer. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Lorraine Fouché, est-ce que vous êtes bien ? Je suis très bien et je suis très impatiente de voir les mots. Le premier, il ne va pas vous surprendre, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est le mot Bretagne. Oui. Ça aurait pu être le mot Groix, j'ai hésité, ou même île. Tout ça, c'est un peu la même chose pour vous. Racontez-nous un petit peu, quel est ce lien avec la Bretagne, avec l'île de Groix qui parcourt vos romans ? Alors, moi, je suis née à Neuilly-sur-Seine, je ne suis absolument pas bretonne. Et de toute façon, pour se dire groisillon, c'est-à-dire de l'île de Groix, il faut avoir 4 plaques au cimetière, c'est-à-dire 4 générations enterrées au cimetière. Donc, peut-être qu'il me faudrait encore longtemps. Je me sens bien dans cet endroit, c'est le juste endroit de ma vie. Quand j'étais petite, j'allais dans le Midi, mais ma grand-mère est morte, et du coup, la maison appartient à d'autres personnes. Et ça serait triste. Et je suis tombée en adoration pour... adoration, c'est ma tante qui m'a élevée me disait « on adore que Dieu », donc pas en adoration. Je suis tombée en amour, comme disent les Canadiens, pour cette petite île bretonne. En fait, mes parents avaient acheté un terrain dans le Morbihan, entre Bels et Erdeven, et papa voulait construire une maison et écrire là, après, pour sa retraite. Et puis, il est mort avant. Maman a fait construire la maison, mais c'était triste. Et un jour, j'ai dit à une amie de maman, je rêverais d'écrire un jour dans un phare ou sur une île. Et puis, elle m'a téléphoné. J'étais encore à SOS Médecins, donc j'avais la voiture blanche avec le gyrophare bleu. Et elle m'a téléphoné un jour en me disant « J'ai des amis qui vendent une maison sur l'île de Groix. » Je ne savais pas que Groix existait, donc c'est une petite île, ça fait partie des îles du Ponant, au large de l'Orient. Il y a 45 minutes en bateau. Et elle m'a dit, viens voir cette maison. J'avais un chien qui était un Basset Hound, qui est le même chien que dans Aller simple pour la joie. J'ai mis le chien dans la voiture, je suis allée à l'île de Groix. En fait, je suis allée jusqu'à Lorient. J'ai pris le bateau. J'avais téléphoné avant en disant au taxi est-ce que vous acceptez les chiens ? Le taxi m'avait dit oui, pas de problème. Parce qu'il fallait que je vienne pour visiter la maison et repartir par le bateau d'après. C'était l'hiver et j'arrive. Je m'attendais à trouver, en bonne parisienne, je m'attendais à trouver un taxi avec marqué taxi, mais pas du tout, c'est la Bretagne, et c'est une île, donc c'était un petit van. De toute façon, il n'y avait qu'un taxi, et tous les gens qui avaient besoin d'un taxi allaient dedans. Et j'arrive avec mon long chien, le chien de Colombo, vous savez, Droupi, avec les oreilles qui traînent par terre, et puis le bateau avait bougé, donc il était un peu malade. Et je dis, bonjour monsieur, je vous ai dit que j'étais avec un chien. Il met sa main comme ça, et je me dis...
Ah ben non, vous m'aviez promis. Et en fait, il est allé chercher un petit marchepied pour que le chien puisse monter dans la voiture. Et je me suis dit, ça, c'est une île pour moi. Alors, c'est pas du tout mon île, parce que c'est l'île des Groisillons. Moi, je suis résidente secondaire, mais surtout, je suis pas bretonne, je suis pas groisillonne. C'est leur île. Et comme je suis sur KTO, je vais vous raconter une histoire qui va vous amuser. L'île a été sauvée par un abbé, par un prêtre, le recteur. Vous savez, les curés en Bretagne, on dit le recteur, l'abbé Uzel. En 1703, la flotte anglaise, il y avait 7000 hommes de troupes, une grosse flotte qui devait envahir l'île de Groix. Les hommes à Groix, c'était des pêcheurs. C'est une île, il y a un thon sur le clocher de l'église et pas un coq comme sur les autres clochers. Les hommes étaient en mer, donc dans l'île, il y avait le recteur, des femmes et des enfants. Et le recteur a eu cette idée géniale, il a fait monter les femmes sur la plus grande falaise de l'île, enfin il n'y a pas de falaise, sur une hauteur de l'île. Elles ont mis des goémons longs sur la tête pour imiter la crinière des casques des dragons français. Au lieu de tenir des mousquets qu'elles n'avaient pas, elles tenaient des bâtons. Elles étaient montées sur les chevaux de labour, les animaux, le bétail. Et toutes ces femmes avaient relevé leurs jupons dans leur ceinture pour imiter les pantalons des dragons. En 1703, ils n'avaient pas des longues vues comme de nos jours. Et de loin, la flotte anglaise a vu que l'île de Groix était occupée par les dragons français, puisqu'il y avait cette armée comme ça, avec des mousquets, et ils sont passés au large. Voilà, donc Groix a été sauvée par l'abbé Uzel, et Groix me sauve moi aussi. On dit qui voit Groix voit sa croix, ou qui voit Groix voit sa joie. Alors, oui, ça rime. Mais c'est beau. Si un jour vous avez l'occasion, il faut y aller, on se sent bien. Vous avez eu l'occasion aussi de visiter d'autres îles à vélo, parce qu'à Groix, c'est à vélo essentiellement. Alors c'est à vélo ou à pied, moi je suis plutôt vélo. Non, parce que moi, quand je vais à Groix, j'ai une voiture, donc je mets la voiture sur le bateau. J'ai un chien. Alors, j'ai eu Guinness, donc le Basset Hound. Après, j'ai eu pendant 17 ans et demi le Cocker Uriel. Et puis maintenant, depuis quelques années, j'ai le Westie, mon pote. Donc, quand on se balade avec un chien, on a le chien, le panier du chien, les croquettes, parce qu'à Groix, il n'y a pas les croquettes qu'il a d'habitude. Et puis, je me promène avec un ordinateur, je me promène avec des livres, la bibliographie, les livres dont je me sers pour écrire. Enfin, j'ai toujours une voiture absolument pleine. Et puis, j'ai pas envie d'aller ailleurs. De Groix, je sais qu'il y a Belle-Île qui est à côté. Et d'ailleurs, Belle-Île est beaucoup plus chic. Et quand le bateau pour Belle-Île casse, on leur prête notre bateau et nous, on prend un bateau plus ancien. Mais non, je vais pas dans les autres îles, je vais dans cette île-là et j'y suis bien. L'île de Groix, en Bretagne. Avant la Bretagne, il y avait la Champagne. Oui. Ma grand-mère, la maman de ma maman, était champenoise. C'était la petite fille de Eugène Mercier, qui est un petit garçon un petit garçon sans papa, qui rêvait en 1850 de démocratiser le champagne. C'est-à-dire qu'à son époque, le champagne n'était que pour le tsar de Russie, que pour la cour d'Angleterre. En fait, on faisait du champagne en France et il était pour l'exportation et il était impensable que un ouvrier, un paysan, un maître d'école ait du champagne chez soi. Non, non, ça partait ailleurs. Et Eugène Mercier a dit « Je vais transformer le champagne des rois en champagne des fêtes ». Et il a créé sa marque de champagne. Il était gonflé, il a une histoire complètement folle que j'ai racontée dans un livre. Château de Champagne. Alors, il y a eu Château en Champagne et puis Couleur Champagne. Et Couleur Champagne. Et le champagne, c'est pour toutes les occasions. Et puis, il y a une jolie histoire aussi. Avec modération.
Et ça alors, rime avec il ne faut joie. pas conduire après. Mais alors, on peut boire ce qu'on... Il ne faut pas mélanger. Mais nous, même dans les baptêmes, on faisait goûter au bébé, mais au bout du petit doigt, sucer un petit peu. Mais c'est bon pour la santé, le champagne. Mais en effet, il ne faut pas conduire. Et avec modération. On parlait de votre ancêtre, votre arrière-arrière-grand-père, Eugène Mercier. Prochain mot, c'est le mot famille, justement. Ah. Reparlons-en de votre famille. Alors, vous dites souvent, j'ai une famille de papier. Oui. Et vous avez votre vraie famille. On a déjà évoqué donc votre arrière-arrière-grand-père et bien sûr votre père et votre mère. Vous avez une sœur aussi. J'ai pas de sœur, non. C'est une amie qui est comme ma sœur. Non, je suis fille unique. Je suis fille unique, et c'est pour ça que j'ai des frères et sœurs dans mes livres. Il y a toujours des histoires de frères et sœurs, parce que je recrée en effet une famille. Ah, je ne suis pas mariée, je n'ai plus de papa pour me conduire à l'hôtel, donc est-ce que ça peut jouer, peut-être. Je me le suis souvent demandé. Mais en tout cas, j'ai une très nombreuse famille. Nous sommes de nombreux cousins des deux côtés, une famille très proche. J'ai même un petit cousin qui est prêtre, Vincent de Roquefeuille, qui est vicaire à Notre-Dame-des-Champs. Alors voilà, j'ai un cousin prêtre, ça fait plaisir. C'est important, les familles, et tous mes livres, mes 26 romans, mes 25 romans et le livre pour papa, à chaque fois, c'est une famille de papier que je construis, que j'aime, que je lâche à chaque fois et qui continue son chemin, mais je les aime. C'est important, une famille. Il y a la famille de sang, et puis tout au long de ma vie, quand j'étais médecin, et surtout au SAMU de Paris et à SOS Médecins, les urgentistes, c'est une famille très proche, parce qu'on s'aide, parce qu'on est confronté à la mort des autres. Médecin, on sauve la vie des gens, mais quelquefois on n'y arrive pas. Et les autres, il y a de la solidarité, il y a quelque chose. Et puis j'ai une famille d'écrivains, les éditions Héloïse d'Ormesson. Je crois que quand Héloïse a lancé sa maison, le pitch, la phrase, c'était la petite édition qui a tout d'une grande. Et c'est une édition très familiale, c'est-à-dire qu'on se sent accueilli, on se sent aimé, on se sent attendu, tous, et on est solidaires les uns des autres. J'ai d'autres écrivains parlent de mes livres, je parle des livres qui sortent. On s'aime, on se tient la main. Comme, je sais pas, j'ai été Jeannette quand j'étais petite, c'était une famille. Et puis mes amis, maintenant, sont ma famille. Groix, j'ai une famille groisillonne. Tout ça sont des familles d'adoption. C'est important. Puis je vois là que j'avais jamais fait attention. Mais en effet, comme je vois écrit famille dans famille, il y a M, il y a ami, il y a lié. Il y a tout ce qu'on veut. Ça, on joue beaucoup avec les lettres des mots quand on écrit, et au Scrabble. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de voir famille écrit en grand devant moi. Vous êtes une joueuse de Scrabble comme Maggie ? Je suis une joueuse de Scrabble. Je gagne rarement. Contrairement à elle, l'un des personnages principaux. Voilà, dans Aller simple pour la joie, elle dit que la vie est un... Enfin, elle dit, du coup, je dis... où les narrateurs disent que la vie est une partie de Scrabble, qu'on se débrouille avec ce qu'on pioche. Et moi, dans ma vie, j'ai pioché l'écriture, j'ai pioché l'île de Groix, j'ai pioché Dieu, j'ai pioché les rires et les larmes, et j'ai pioché la joie, d'où le titre de ce livre. Et je crois vraiment que j'aime la partager, cette joie, et dans ma vie, et dans mes livres. Parce que dans le temps qui nous est imparti... soit on pleure, soit on sourit, et autant sourire. Et vous avez choisi de sourire et de partager ce sourire et cette joie par vos livres, notamment. Ça a été un choix. Vous regrettez pas de ne plus être médecin pour également soigner? Et comme on parle de choix, ça a été un choix donc d'être romancière. Et la vocation, ce choix de se rapprocher encore plus de Dieu. Il y a plusieurs questions dans votre... Il y en a deux. Il y a ce choix, ce regret de ne plus être médecin, et ce regret, un autre type de regret, de ne pas avoir
été dans les ordres ou avoir choisi un autre destin plus proche de Dieu? Ah, je n'ai jamais regretté de ne pas être dans les ordres. Je suis très admirative des personnes qui y sont. Je me sens assez proche de Dieu. Je me sens proche de Dieu, toute contente et arrogante. Non, mais comme tout le monde, enfin, à mon petit niveau, Dieu fait partie de ma vie, donc je me sens proche parce que pour le coup, je suis de sa famille. On dit notre Père. Ça, c'est une bonne famille. Sauf que, comme j'ai 68 ans, je le fais un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que quand je vais à la messe, je dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quand je prie toute seule, je dis notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive et pas vienne, parce que quand j'étais petite, on le disait comme ça. Donc je vous vois. Donc ça, je regrette pas. Non, Dieu est dans ma vie il m'a jamais abandonnée et je ne l'abandonne pas, enfin j'espère. La médecine a fait partie de ma vie. J'étais ravie d'être médecin. J'ai sauvé des vies quand je pouvais. Ça m'a jamais manqué de plus être médecin, mais quand au moment du Covid, j'ai repris le stéto pour aider dans les centres de vaccination, d'abord à Groix et ensuite à Chatou, sur l'île des Impressionnistes, je me suis rendu compte que ça m'avait manqué alors que je ne l'avais pas réalisé. Mais j'ai aimé pouvoir servir à quelque chose. J'ai aimé reprendre mon stéto et je me suis rendu compte que ça faisait partie des puzzles de ma vie. Le fait qu'on me réappelle docteur. Au début, à Groix, après les missions de vaccination où c'était des pompiers du continent qui sont venus organiser ça, et du coup, ils ont eu besoin des médecins retraités ou résidents secondaires pour les aider. Quand, dans les grands magasins, on me disait « Bonjour docteur », au début, je ne me retournais pas. Parce que ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas appelé « Bonjour docteur ». Et après, j'ai réalisé que c'était moi aussi. Donc, on est toujours médecin. Et c'est vrai que j'ai arrêté d'être médecin grâce à Marguerite Duras, parce que le 3 mars 1996, j'étais de garde à SOS Médecins quand on a appelé pour faire le certificat de décès de Marguerite Duras. Et ça, c'est un cadeau que m'a fait un ami. Il devait y aller, et à la radio d'SOS, il m'a dit « Lorraine, est-ce que tu connais Marguerite Duras ?» J'ai dit « Mais pas personnellement, mais oui, enfin j'ai lu Marguerite Duras. » Et lui m'a dit « Écoute, je ne suis pas lecteur, veux-tu y aller ?» J'ai dit « Mais bien sûr, je veux y aller. » Et j'étais dans cette chambre avec ce grand écrivain, mais qui n'était plus là. Et j'ai rédigé ce certificat de décès comme on doit faire en touchant la personne. On vérifie qu'on met un coup de stéto, on met les mains pour vérifier qu'on ne sent plus la carotide. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, j'ai contenté la mémoire de mon père, j'ai été médecin pendant des années, c'était bien, j'ai publié des livres. Maintenant, le reste de ma vie, c'était l'année de mes 40 ans, je vais faire ce que je voulais au départ et je vais écrire, ne plus faire que ça. Et je ne serai évidemment jamais Marguerite Duras, mais je suis romancière et je le lui dois aussi. Merci à Marguerite Duras. Allez, on passe au troisième mot. Un mot qui apparaît dans votre livre aussi. Un mot danois. Vous le parlez, le danois ? Alors, je le parlais quand j'étais petite, puisque j'y suis restée 4 ans, jusqu'en 62. Alors, c'est quoi le mot ? Alors, regardez. Vous allez nous le traduire, nous l'expliquer, parce qu'il est un peu intraduisible en français. Vous êtes la seule à pouvoir le traduire. Hugues. Hugues. Alors, c'est un mot très... Ça veut dire le bien-être, le cocooning, la joie d'être ensemble
En hiver, les pays scandinaves, évidemment, en hiver, il n'y a pas de lumière. La joie d'être ensemble, au coin d'un feu, avec des bougies allumées, avec des grosses chaussettes, avec des plaids, en buvant du vin chaud ou un thé, ou en bonne compagnie. On peut jouer au Scrabble, on peut refaire le monde. C'est le bien-être ensemble. Hugues, je croyais que vous alliez me demander smørrebrød ou bien obscure. Ça, c'est les beignets danois et les sandwichs. Mais le Hugues, et c'est vraiment, on dit que dans le World's Happiness Report, le Danemark est le 2e pays où on est le plus heureux au monde, après la Finlande. Et la France, on n'est que 27e, et je suis sûre qu'on n'a pas demandé aux Groisillons de l'île de Groix, parce que sinon la France aurait remonté dans le palmarès. Pour faire un lien avec le mot précédent, famille, vous avez une grande famille et votre famille de papier. Vous avez fait le choix de ne pas créer vous-même de famille ? Pourquoi ? Vous n'avez pas d'enfants ? Alors, je crois que je suis, si je dis je suis plus fille que mère, le fait de perdre mon papa jeune, vous savez, quand je vais dans des écoles, souvent je dis mon papa, et les élèves me disent votre papa, pas votre père. Ben, comme je l'ai perdu à 17 ans, c'est mon papa. Alors que ma maman a vécu jusqu'à 92 ans, donc c'était ma maman, et puis ça a été ma mère. Mais c'est pas vraiment un choix, ça s'est trouvé comme ça. Les hommes dont j'étais amoureuse n'étaient pas des papas, et les hommes qui auraient été des bons papas, des bons pères, je n'en suis pas tombée amoureuse. Mais je suis en train d'adopter une jeune fille. Vous savez, il y a 2 adoptions possibles. Il y a l'adoption plénière qui est adoptée en tant que maman, un adulte ou un enfant qui, du coup, ferme la porte à sa famille biologique. Puis l'adoption simple qui est une jeune fille que j'ai vue grandir, qui était la filleule de ma meilleure amie que je considère comme ma sœur. Elle a une mère absolument adorable, une famille absolument adorable, mais ça va lui faire une famille en plus. L'adoption simple, ça me permet à moi d'avoir une fille, j'allais dire clé en main, mais d'avoir un lien qui donne... Alors c'est pas fiscal, il n'y a aucun avantage fiscal, il n'y a rien de tout ça. C'est un lien de plus envers une jeune fille que j'aime, qui a une maman délicieuse, mais que j'aime aussi fort que si elle avait été ma fille. Mais c'est quelque chose qui est venu après la rédaction de Aller simple pour la joie, parce que dans ce livre, il y a quelqu'un une grand-mère qui prend une petite fille d'adoption. Et moi, j'ai l'âge d'être plutôt la grand-mère de cette jeune fille que je ne nomme pas par discrétion, là. Et ça, c'est une grande aventure aussi. Donc les livres changent la vie aussi. Ouais. Une page s'est tournée avec ce livre. Peut-être par rapport à votre père, on en parlait en début d'émission, et ce que vous venez de nous révéler. C'est une espèce de désir de maternité tardive. De fille, vous êtes devenue mère récemment. Alors, dans mon esprit, c'est grand-mère. Mais vous avez passé une étape. J'ai passé... Mais oui, parce qu'elle a une mère et que une maman, on n'en a qu'une, mais... Et puis qu'on n'adopte pas comme grand-mère. Mais oui, c'est vrai que je ne m'étais pas... Alors, autant... Vous avez des questions amusantes, hein, qui font réfléchir. Autant j'ai réalisé que ça me manquait de plus être médecin avec le Covid, autant j'ai réalisé avec ce livre qu'avoir une famille nombreuse, c'est important, ça je le sais, j'en ai une, mais qu'avoir une descendance, c'est très important. Donc finalement, je suis romancière, j'ai eu des parents que j'adorais, j'ai une grande famille, mais
je suis toujours médecin, on est toujours médecin. Si quelqu'un tombe dans la rue, je vais voir et je m'arrête sur les accidents et je vais pousser les gens en disant je suis médecin. Et les gens vont se pousser pour me laisser aller voir. Et là, je vais être simple mère, donc adoption simple, c'est pas mère plénière, mais simple mère. Mais c'est très important, ça donne du sens. Vous dites avoir une descendance, c'est très important. Ouais. Vous venez de vous en rendre compte. C'est pour laisser une trace ? Oh non. Non, parce que je laisse une trace avec mes livres, même si avec l'IA, je suis pas sûre que ça soit très important après d'écrire des livres. C'est pas laisser une trace, c'est plus qu'aimer. Je crois que c'est au niveau de l'amour, et rien que de... Quand Maggie, dans ce livre, dit « Je vais avoir une petite fille d'adoption », c'est super important. Et moi, depuis cette année, il m'arrive de présenter cette jeune femme, la mienne, en disant « ma petite fille ». Et j'ai l'impression que tout le monde va dire « ah bon, ah bon ?» Et puis personne ne dit rien, parce qu'il y a plein de gens qui disent « ma petite fille » ou « ma fille ». Mais moi, j'ai l'impression de dire « j'ai eu le prix Goncourt ». Quoi. Voilà, ça me fait le même plaisir. Je n'ai pas eu le prix Goncourt. Pas encore. Allez, on parlait de descendance, c'est intéressant. Ça rime avec espérance, 4e et dernier mot, espérance. Oui. C'est un mot qui doit vous plaire, vous qui aimez aussi le mot espoir. C'est pas tout à fait la même chose. Ah, espérance. Alors, en tant que médecin, on se bat un peu avec la mort et on décide, on sait qu'on va tous mourir. Mais on ne sait pas combien de temps on a. Alors j'avais ma tante dont j'étais très proche, me disait ça va être merveilleux quand on sera mort, parce qu'on va être assis à la droite de Dieu et on le regardera et on sera heureux. Et moi je me disais, mon Dieu, ça va être terrible, parce que j'ai peur de m'ennuyer, moi, si je suis assise à la droite de quelqu'un et de le regarder. Et j'ai eu comme maîtresse de division à Sainte-Marie de Neuilly, en terminale, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Isabelle Redier, dont le frère Vincent Redier a dirigé, je crois, KTO. Et Isabelle Redier, elle adorait le cinéma. Elle nous a fait voir des tas de films au Ciné-Club de Sainte-Marie. Et elle nous disait, au paradis, je suis sûre qu'il y a des salles de cinéma. Et mon espérance n'est pas d'aller au paradis, même s'il y a des salles de cinéma, mais c'est rassurant de penser qu'il y en aura. Mais l'espérance, c'est savoir qu'il y a un après. Je suis persuadée qu'il y a un paradis. Je suis persuadée que je reverrai mes parents. Je suis persuadée que mon père me parlera de mes livres. La boucle n'est pas bouclée. La mort... Il y a cette prière ou ce texte qui est la mort n'est rien, vous passez juste dans la pièce à côté. L'espoir, c'est que les choses s'arrangent. L'espérance, c'est plus dans le sens de la spiritualité. Il y a Dieu, j'ai la foi du charbonnier totale, je n'en doute pas. Mon père disait la vie est trop grande pour être petite. Ça voulait pas dire grande, il faut être ministre. Ça voulait dire essayer de faire le mieux qu'on peut, essayer de servir à quelque chose au monde, apporter sa pierre à l'édifice, faire quelque chose. Moi, j'écris des romans, j'aime des gens, j'ai sauvé quelques vies, on aide les lecteurs avec les livres. C'est peut-être pas mes mots, peut-être que mes mots ne sont qu'un quelque chose qui passe. Et puis c'est beau, la vie. Donc, la vivre le mieux possible, en faisant attention aux autres et en aimant. C'est ça l'espérance. En sachant que ça ne s'arrête pas au moment où le cœur s'arrête, où le poumon s'arrête, et où il n'y a, comme on dit au SAMU, plus de son, plus d'image.
Est-ce que vous appréhendez ce moment ? Alors pour moi, absolument pas. Je n'aurais pas aimé mourir jeune, et j'ai pas du tout envie de mourir maintenant, mais le fait d'avoir été médecin au SAMU fait qu'on pense toujours que ce sont les autres qui meurent. Peut-être que ça nous aide, mais en tout cas, je me dis 68 ans, normalement, je devrais encore avoir beaucoup de temps. J'ai peur de la mort des gens que j'aime. J'ai eu peur au moment du Covid de la mort, en effet. Oui, j'ai peur. En fait, j'ai peur de la peur de mourir ou de la souffrance des gens que j'aime. Et je suis ravie d'être médecin parce que je comprends et que je peux aider. Je pense qu'être pilote, ça doit être génial parce que toute sa vie, on peut inviter les gens qu'on aime dans le cockpit ou avoir des prix pour aller au Japon ou à Tahiti. Être médecin, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut aider quand ceux qu'on aime sont malades et on peut comprendre les choses, on peut les soigner et on peut maintenant faire en sorte de ne pas souffrir. Il y a des médicaments qui n'existaient pas avant. Donc j'ai peur de la mort des autres, oui, bien sûr. Mais je suis persuadée que je les reverrai après. Mais enfin, je préfère faire la fête maintenant. Faire la fête, ça rappelle le mot Hugues. Mais oui, Hugues, c'est bien. Même si on a entendu plus le médecin en vous qui parlait sur les dernières paroles, davantage que l'écrivain. Mais je suis les deux. Il y a Vous pratiquez encore beaucoup ? Ah non, plus du tout. Non, plus du tout. De temps en temps, quand même. Ah, du tout. J'ai arrêté, donc vraiment, en mars 96, après le certificat de Marguerite Duras. J'ai repris pendant 1 an et demi pour le Covid. Là, j'ai reposé mon stéto. Quand on entend les événements mondiaux... que l'Europe... voilà, je me suis toujours dit... Que l'Europe est en manque de médecins aussi. C'est pour ça, quand on vous entend, on se dit, tiens, elle va peut-être reprendre ou elle a déjà le stéto en main. Non, mais je me dis que si un jour il y a une guerre, je serai plus utile en médecin qu'en écrivain. Mais je sais que mes livres sont toujours optimistes, positifs. Les lectrices m'écrivent souvent en me disant « Vos livres m'ont aidé, m'ont boosté, m'ont soigné. Je me sens mieux, donc ça aide aussi. » Je suis les deux. Une autre forme de médicament et de pansement. La Tout littérature. Merci beaucoup pour ce partage, Lorraine Fouché. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. D'accord. À tout de suite. Lorraine Fouché, je suis de nouveau en face de vous. Comment ça va ? Comment avez-vous vécu cette expérience ? C'était bien. Non, j'étais très bien. J'aurais bien continué, mais il n'y avait que 4 questions, alors. Tant pis. Mots. C'était des mots et des longues minutes, quand même. Oui, quel mot vous avez préféré ? Bretagne, parce que vous m'avez fait partir à Groix. Après, j'étais assise à Loqueltas sur la plage, je regardais l'océan et je répondais aux autres mots. C'est comme ça que vous avez vécu les choses ? Oui, parce que j'étais toute seule. Vous transportez Groix avec vous, où vous soyez ? Je l'ai là, j'ai Groix là. Et puis, votre studio est dans le noir, et un endroit où j'aime bien emmener les gens qui viennent à Paris, c'est le Resto dans le Noir, qui est un resto où les serveurs sont des aveugles, des non-voyants. Et se parler et dîner dans le noir total, c'est intéressant. Il se passe des choses. Et là, j'étais sans vous, avec un fond noir, et je me sentais un peu comme dans le resto. Mais j'entendais le bruit de la mer. Le bruit de la mer. Le bruit de la mer. J'ai rajouté le bruit de la mer. Dans votre tête. Exactement. Et vous nous avez confié certaines confidences. La mer. Le bruit de la mer, mais aussi cette nouvelle mère que vous êtes. C'est vrai. Que je vais être. Voilà. Merci pour ce partage. Donc, Groix autour du cou, pas la croix autour du cou. Non, pourquoi ? J'ai pas besoin d'avoir la croix autour du cou. J'avais une médaille de baptême quand j'étais petite. Et
mais la foi chevillée au corps. Ah oui, donc j'ai pas besoin de croire. Elle vous accompagne constamment, comme l'île de Groix, parce que vous disiez, je transporte Groix avec moi, mais cette fois que... Mais ça fait partie de ma vie. Dans tous mes livres, il y a un mariage ou un enterrement. Il y a rarement des baptêmes, parce que les baptêmes sont moins propices à la fiction. Mais voilà. Et puis alors, à Groix, c'est encore mieux, parce que les enterrements ou les messes, c'est au centre du village, et les enterrements, après, les gens marchent jusqu'au cimetière qui est à côté. Enfin, ça fait partie de la vie. Et moi, ça fait partie de ma vie, donc c'est dans mes livres et dans ma vie. Vous parlez de mariage, d'enterrement, on a parlé des regrets. Le mariage, c'est quelque chose... Mais j'ai pas de regrets, j'ai vraiment pas de regrets. Dire que continuer à exercer la médecine m'a manqué, je m'en suis rendu compte, mais c'était pas un manque, c'était pas un regret. Une phrase que j'avais écrite sur mon cahier de texte en terminale, c'était remords, regrets, ordures de l'esprit. J'ai pas le temps d'avoir des regrets, et puis ça perd du temps, ça sert à rien. Puis c'est mauvais pour la santé en plus. Il faut avancer. Il faut avancer, il faut rêver, il faut aller oser. De l'avant. Vivre l'imprévu comme dans les livres. C'est pour ça, il y a bien marqué aller simple et pas aller-retour. Ah oui, aller simple pour absolument. La joie. La joie, c'est peut-être votre mot préféré. Ah, c'est mon mot préféré avec Il et Groix. Quand je prie, je ne demande pas, je dis merci et je pense à tout ce qui s'est passé dans la semaine. C'est ma façon de prier. Moi, je vous dis aussi merci. Merci beaucoup, Lorraine Fouché, pour ce partage, pour votre œuvre joyeuse que je propose à nos téléspectateurs de découvrir, notamment le dernier livre, Aller simple pour la joie, un pèlerinage sur l'île de Groix avec 4 voyageurs qui vont vivre une intrigue et une aventure désopilante, en fait. Il y a des choses très très drôles dans votre livre et puis en même temps très touchantes. Merci beaucoup. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, vous savez que vous pouvez revoir l'émission sur kto.tv.com. Vous connaissez l'adresse. Merci encore. Merci à vous.